En face de moi, à l'extrémité, alors ce qui est bien, c'est que, Lionel vous l'a dit hier, c'est que chaque fois des jeunes chercheurs qui ont fait l'expérimentarium passent par l'expé de Dijon, il faut qu'ils sont mis à contribution. Une des premières choses qu'ils ont à faire, c'est de rédiger un texte qui vous explicite ce qu'ils font au moment où ils ont fait leur thèse. Maintenant, ils ont déjà un joli bout de carrière derrière eux, mais on va en parler. Et donc moi, c'est du pain béni parce que je me sers de ces fiches pour avoir des photos, des noms, et je sais vraiment ce qu'ils ont fait quand ils sont passés par Dijon il y a quelques années pour certains, pour la plupart. Donc le point commun d'Angela, de Mohamed, d'Alexandra et de Charlotte, je commence par eux, c'est d'être passé par Dijon, par l'université de Dijon, d'y avoir mené une thèse et d'avoir croisé le chemin de l'expérimentarium. Ça, c'est un peu le point commun voilà, alors, Angela est en face de moi, Angela Sutan, je crois, qui est aussi passé par Strasbourg, qui est dans l'économie, qui a travaillé sur l'économie expérimentale. Sans doute au bêta, parce que à Strasbourg, c'est au bêta que ça se fait. À côté d'Angela, il y a Mohamed Haddad, que les Dijonnais connaissent aussi pour avoir déjà aussi participé depuis la Nuit des chercheurs régulièrement. Et donc à l'époque, tu nous diras ce que tu as fait après, en tout cas à l'époque, travailler sur les plantes, les principes actifs des plantes médicinales dans un laboratoire de pharmacologie, mais il y avait un petit mot adossé à pharmaco, c'était pharmacognosie, c'est pour ça que je ne le retenais pas. Ensuite, à côté de Mohamed, il y a Alexandra Laurent, alors je ne vais pas dire ce que vous faites, enfin, ce que tu fais aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, tu travaillais en psychologie, hein, une thèse de psychologie. Alors c'est la psychologie clinique, hein, c'est ça, je crois. Gilles, je le mets entre parenthèses pour l'instant. Je termine avec nos jeunes chercheurs. Et puis à côté de moi, Charlotte Beltramo. Alors, je prends ma fiche parce que je ne vais pas dire rien. Il y a marqué les bactéries du vin. Donc, ça va être des sciences de la vie, de la biologie. Et alors, il y a combien de temps déjà? Je ne sais pas si les dates sont pas une petite dizaine d'années. Ah, déjà. Voilà. Alors, l'idée, c'était de vous réunir parce que vous aviez tous quasiment déjà fait ce passage de début de thèse, la rencontre avec l'expé, la rencontre avec Lionel il y a déjà quelques années. Donc revenir sur cette expérience, votre implication dans l'expérimentarium, dans ce type d'action, mais il y a peut-être aussi la nuit des chercheurs de PIF, ou d'autres choses. Qu'est-ce que ça a pu vous apporter? Et puis il y a une question qui avait posée d'ailleurs Candice, qui aujourd'hui reprend la main sur l'expé, c'est comment, qui est là-haut, c'est s'interroger, mais comment, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette action, dans cet engagement-là? Je ne sais pas si c'est un engagement, enfin, est-ce qu'il y a une dose d'inconscience pour se lancer là-dedans? Donc on reviendra tout de suite là-dessus. Et puis je voudrais présenter donc nos deux derniers invités. Alors Gilles Bertrand, qui est donc au centre, une figure de patriarche, voilà, qui est ceux qui, à Dijon, on le connaît tout de suite, mais c'est quelqu'un qui compte beaucoup, qui a beaucoup compté, qui compte encore à l'université. Bon, d'abord parce que de par ses fonctions, ancien président d'université, puis vice-président, mais c'est quelqu'un qui a eu un rôle important sur le plan institutionnel, je dirais déterminant, essentiel. Je l'ai su tout de suite en arrivant, puis je le savais déjà un peu avant même d'arriver à Dijon. Et c'est vrai aussi d'entendre un peu voilà, qu'est-ce qui a poussé. Enfin, qu'est-ce qui a pu pousser l'institution, une université? Parce que ce matin, on a eu une intervention de Pablo Jensen qui est là, mais qui nous parlait du CNRS. On a parlé aussi donc de beaucoup du monde de la recherche, mais beaucoup moins des universités. Bon. Donc ça serait intéressant de comprendre pourquoi à Dijon, enfin, quelles ont été les initiatives qui ont été prises, pourquoi, et qu'est-ce que ça a... Mais une question vraiment personnelle. Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à suivre, à porter ce dossier et jusqu'à maintenant? C'est vrai que nous, on s'est encore croisés hier matin à l'OCIM, enfin une réunion de l'OCIM, et tu as insisté pour montrer sur la question de la place de l'activité de ce travail de vulgarisation des sciences dans l'évaluation des chercheurs, des carrières, etc. Parce que ça, c'est un des nœuds, on en a parlé ce matin, et je sais que c'est une question qui te préoccupe. Et puis à côté de Gilles, Jean-François... de Marchelier, Jeff, pour ceux qui sont à Dijon. Et donc, lui, il a une position particulière parce que c'est quelqu'un qui accompagne les chercheurs. Alors, moins dans l'expérimentarium, mais beaucoup plus dans une autre opération qui est menée par la mission culture scientifique de l'Université de Bourgogne, c'est la Nuit des chercheurs.
c'est pas que ça, mais en tout cas, Jean-François, lui, est très présent pour, voilà, je veux dire, accompagner les chercheurs pour l'instant. Tu nous diras plus comment tu arrives à les convaincre ou pas, comment tu t'y prends. C'est un peu l'autre facette des choses pour les mobiliser, comment tu arrives à entrer en dialogue avec eux pour les convaincre de s'exposer au public, d'entrer en dialogue avec le public et comment ça s'est passé. D'où l'ordinateur, avec quelques images qui pourraient éventuellement nous servir. Alors, voilà, ça c'est un peu la présentation. Voilà, je leur donne la parole hein, pour commencer pendant une petite heure. Chacun pour son témoignage, mais pardon. Mais chacun, c'est le prolongement de la réflexion qu'on a eue ce matin. Vous avez bien compris que c'est vraiment pour essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion en prenant appui sur l'expérience réelle, vécue. Donc on n'est plus dans les statistiques de ce matin, on est vraiment dans des personnes qui sont des jeunes chercheurs et qui sont impliqués dans ce genre d'action. Et l'idée, c'est vraiment de recevoir votre témoignage. Ma première question, elle est pour Alexandra. Non, mais c'est une question que j'ai quasiment posée peut-être à tous les quatre, mais c'est est-ce que tu te souviens pourquoi, le micro est là, est-ce que tu te souviens pourquoi tu t'es engagé dans l'expérimentarium? C'est-à-dire qu'on en a parlé hier, donc normalement tous ceux qui sont là étaient là hier quasiment, donc savent ce que c'est. Lionel y a consacré du temps, on n'y revient pas sur le... Mais qu'est-ce qui t'a amené toi, à l'époque, à jouer le jeu, enfin t'engager dans cette aventure-là? Le premier mot qui me vient à l'esprit pour définir pourquoi à un moment donné j'ai fait cette démarche-là, c'était un besoin d'ouverture. Je devais être à ma 2e année de thèse et par hasard, j'ai dû découvrir une publicité une action de communication autour de l'expérimentarium, soit par affichage, soit par le biais intranet. C'est pas quelqu'un qui m'en a parlé directement. Et donc j'ai pris contact avec Lionel Maillot, qui m'a présenté les objectifs de l'expérimentarium, et ça correspondait vraiment à une attente à l'époque d'ouverture par rapport à peut-être un isolement que je ressentais au niveau du laboratoire, un isolement au niveau de la recherche, au niveau en tant que chercheur. Et j'avais besoin de m'ouvrir sur l'extérieur, de voir comment ça fonctionnait dans les autres labos, avec les autres chercheurs. Voilà, c'est vraiment dans un esprit, dans un premier temps, d'ouverture. C'est juste ce qui me fait réagir, c'est que ce qui est étonnant, c'est ce souci d'ouverture, alors que la recherche, en tout cas dans la recherche expérimentale, on a des équipes, on a des labos. Enfin, c'est étrange de se sentir aussi isolé. C'était pour sortir même du cadre disciplinaire aussi, ou c'était pour voir des jeunes gens qui font le même des jeunes gens, ou des hommes ou femmes qui font le même travail que toi à un moment donné? Alors, je ne suis pas dans la recherche expérimentale, puisque, oui, quand vous dites ouverture, ma recherche, la recherche en psychologie clinique, il y a une véritable ouverture, quelque part, sur le monde extérieur, puisque dans le cadre de ma recherche de thèse, j'étais amenée à rencontrer beaucoup de professionnels, plus particulièrement des professionnels hospitaliers. Donc, j'étais tout le temps dans la rencontre, c'est vrai. Mais j'avais besoin d'une ouverture vraiment au niveau en tant que chercheur, qui ils sont, qu'est-ce que c'est un chercheur autre que ma propre discipline. Voilà, c'était dans ce sens-là. Pouvoir partager aussi une expérience de thèse aussi, parce qu'on est quand même... Enfin, je trouve isolée, et donc de pouvoir partager cette expérience de thèse, c'était quelque chose d'important pour moi. Toute discipline confondue. Justement, ça pouvait amener que quelque chose de riche. On va rester à cette entrée dans la rencontre avec l'expérimentarium. Mohamed, est-ce que tu te souviens la façon ou les raisons qui t'ont conduit
C'était une pub, c'était autre chose? Non, je pense qu'Alexandra a déjà dit beaucoup de choses. Effectivement, c'est le côté ouverture et essayer de rencontrer d'autres personnes en dehors du laboratoire. Parce qu'effectivement, le laboratoire, il y a des gens, il y a d'autres personnes avec qui qu'on voit tous les jours, qui comprennent en plus ce qu'on fait, puisqu'on est souvent dans les mêmes thématiques. Mais là, je dirais qu'on a un besoin quelque part de chercher d'autres personnes qui sont dans le même milieu d'autres thésards, qui rencontrent peut-être les mêmes problèmes, qui ont la même vision des choses, parce que finalement on commence une thèse, c'est tout nouveau, on va attaquer un sujet pendant 3 voire plusieurs années en fait. Et donc l'intérêt, c'est de se dire, tiens, comment ça se passe effectivement dans les autres laboratoires? Est-ce que je suis le seul à penser de cette manière? C'est-à-dire, on a le nez dans nos recherches, donc tous les jours on va au laboratoire, tous les jours on voit les mêmes personnes, on échange plus ou moins, mais finalement, quelque part, il y a un isolement qui se crée, qui est à l'intérieur même du laboratoire. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, quelque part on apprend qu'il y a d'autres laboratoires où il y a d'autres étudiants en thèse, et on se dit, tiens, l'expérimentarium, ça peut être aussi un moyen, sachant qu'en plus, d'après Lionel, en fait, il y avait d'autres doctorants, etc., qui allaient se rencontrer, qui allaient présenter leurs travaux. Donc il y avait cet intérêt de se dire, tiens, on va rencontrer d'autres doctorants. Et ensuite, je reviendrai à ce que disait ce matin Pablo, c'est-à-dire le côté, on a envie d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est au laboratoire, tous les jours on fait nos manips, ou bien, je ne sais pas, pour les recherches des uns et des autres. Donc se dire, tiens, à certains moments, on va pouvoir sortir du laboratoire, sortir du cadre de recherche vraiment au niveau laboratoire, et d'aller voir d'autres personnes, communiquer avec des personnes nouvelles sur d'autres sujets, et ainsi de suite. Donc je pense que l'ouverture est quand même primordiale à ce niveau. Mais je pousse le bouchon un peu loin peut-être, mais si la mission avait créé un club de bridge ou d'échecs, parce qu'au fond, ça stimule aussi l'esprit. Je pense que ça m'aurait motivé aussi. Hein. Mais ceci dit... Est-ce que Angela, est-ce qu'un club de bridge ou un club d'échecs aurait pu jouer cette fonction Moi, ma rencontre avec l'expérimentarium est beaucoup moins philosophique en fait que pour Alexandra et Mohamed. Parce que moi, j'avais un ami qui faisait l'expérimentarium et qui, une fois que nous nous organisions un week-end à la montagne, nous a dit « je ne peux pas parce que ce week-end, j'ai expérimentarium ». Et donc, c'était Alexandre à l'époque. Voilà. Et donc, on était très étonnés qu'il nous refuse de venir avec nous à la montagne pour... faire le mariole devant... Voilà, donc c'était très étonnant. Donc je lui ai demandé, mais alors, en fait, tu fais quoi là-bas exactement? Je lui ai dit, mais tu peux même pas comment, c'est génial, mais viens voir samedi. Tu sais, il y a Lionel qui organise des rencontres avec des enfants, des gens à qui tu racontes ta thèse. Et moi, je ne comprenais pas quel était l'intérêt que je raconte ma thèse à quelqu'un qui ne pouvait pas me comprendre. Je dis, mais des enfants, comment ils vont comprendre ce que tu fais? Et il a dit, mais non, mais viens voir, tu vas voir, c'est génial. Et donc là, j'ai été vraiment très poussée. Du coup, on a annulé le week-end à la montagne. Et je suis venue voir, voilà. Et donc, je suis venue voir. Et là, effectivement, j'ai trouvé que c'était génial et j'ai eu envie de faire. Qu'est-ce qui était génial donc c'était la rencontre avec les thésards autant que la rencontre avec les. Ce qui était génial, c'était qu'effectivement, on voyait de l'extérieur comme ça des gens qui étaient particulièrement passionnés pour dire en français ce qu'ils faisaient eux en médecine. Là, mon ami à l'époque qui faisait de la médecine, et le fait qu'ils étaient tellement impliqués et qu'ils passaient du temps à vouloir raconter, pas qu'aux gens de leur labo, ce qu'ils faisaient. Et donc ce qui était intéressant, c'est que il me disait, moi si j'étais pas passée par là, je n'aurais pas compris le sens de ce que je fais. Et voilà. Est-ce qu'on peut passer le micro à Charlotte pour rester sur cette entrée en matière? Comment, Charlotte, as-tu été approchée ou as-tu rencontré Est-ce que tu es allée à la montagne, à la mer? J'ai été approchée par un mail, donc mais en lisant le mail donc envoyé par Lionel Maillot, ça a tout de suite fait écho. Dans le sens où il était question justement là moi c'était peut-être plus particulier avec mon caractère, mais d'aller raconter à des enfants et donner du sens du métier de chercheur qui est souvent dit en dehors de la société ou élitiste, et que c'était un lien entre les enfants et le métier que j'avais à l'époque. Ça a vraiment fait écho et c'est ça
qui a tout de suite fait tilt, et donc j'ai appelé Lionel ensuite. Et comment ça a été, vous avez compris, hein, je vais tourner, hein, mais et comment ça a été perçu par l'entourage des chercheurs, le directeur, on ne va pas donner de nom, ça n'a aucune importance, hein, mais par les directeurs de thèse ou par les collègues du labo, de l'équipe, je sais bien que vous étiez un peu isolé, mais enfin, tout de même, comment ça a été perçu cet engagement, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais cette implication, prenons plutôt ça, parce que l'engagement, ça soulève peut-être d'autres questions, on l'a vu ce matin, cette implication dans ce genre d'expérience. Comment les autres, alors à la fois les autres thésards, et puis éventuellement ceux avec lesquels, je ne sais pas, un directeur de thèse, moi c'est le mien, hein, tu n'as pas le temps à perdre avec ça, fais ta thèse et après on en discute. Comment s'est trouvé l'équilibre, la négociation? Est-ce qu'il y en a une ou pas avec les collègues? Assez simple. Par contre, il y avait une période de curiosité, d'objet de curiosité, comme disait Angela, c'est dire mais qu'est-ce que c'est quoi, c'est des cours alors? Parce qu'on dit bon alors tu vas donner des cours finalement. Mais c'est pas des cours, c'est effectivement c'est le week-end. Et puis ça peut être au grand public, à des mamies, à des papis, à des enfants. Donc il y avait une phase de non-compréhension de ce qu'il y avait derrière. Par contre, une fois qu'il y a eu, et puis c'était toutes les actions de communication sur Dijon quand même, c'est devenu un peu évident au fil des années avec des objets de communication. Et là, la négociation avec mon chef a été très, très facile, puisqu'il avait déjà cette propension à communiquer, à vouloir que le labo ne reste pas renfermé sur lui-même, mais qu'effectivement, expliquer la recherche, ça pouvait faire du bien. Donc ça a été très simple dans ma situation. Est-ce que c'est la même chose pour... on reste encore dans un premier temps dans les jeunes chercheurs, Alexandra. Comment ça a été perçu par les thésards, enfin l'équipe qui était autour de vous, et notamment, et aussi éventuellement la directrice ou le directeur de thèse? Ça a été perçu de manière je pense que ça a été une mise à distance. Enfin non, ça a été avec distance. Ils ont regardé ça avec distance. J'ai jamais eu de retour. Je sais que, comme à des moments donnés, ça a été médiatisé. Par exemple, je me souviens être passé dans le bien public. Alors là, à ce moment-là, il y a eu un intérêt, mais vraiment parce que ça a été médiatisé et qu'il y a eu une portée. Donc il y a eu un intérêt, mais qui a duré très peu de temps, dans le sens, voilà, comme ça, tu parles du laboratoire, il y a des noms, ça donne une image plutôt positive. Mais voilà, je trouve que ça a été perçu vraiment de manière distante. Et oui, Mohamed, la même question. Oui. Alors, comment ça a été perçu autour de toi? Moi, les chefs, en fait, le chef de laboratoire, ça a été perçu en fait plus négativement, je pense, que l'ensemble, parce que je pense que comme beaucoup de chercheurs des générations très anciennes, Gilles, on parle pas de toi. non, c'est perçu comme voilà, ouais. C'est perçu comme non, parce que le temps de recherche, c'est pour faire de la recherche. Voilà. Faire de la vulgarisation scientifique, c'est finalement quitter le laboratoire et ne pas être au laboratoire pour faire de la recherche. Donc finalement, perdre du temps et ne pas avoir de résultats. Voilà. Donc ça a été perçu de cette manière. Les autres thésards l'ont perçu, je pense pas négativement, mais du coup, par rapport à la réticence qu'avait le chef de labo, n'osait rien dire en fait. Donc en gros, j'étais un peu le seul à vraiment me confronter à mon directeur de labo, tout simplement pour faire de la vulgarisation. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai quand même essayé de défendre la chose. Je l'ai fait pendant les week-ends, souvent pendant les week-ends, de temps en temps pendant les semaines, en essayant justement de faire valoir, etc., en disant que c'était important. Et voilà, il y avait des frictions, ça forcément. Mais finalement, je voulais vraiment le faire, donc je l'ai fait. Après ça, je pense que la position n'a pas dû spécialement changer. Je n'ai pas essayé spécialement de dire ah bah oui, il faut, c'est important. Enfin, je l'ai essayé dans un premier temps, mais j'ai vu que c'était peine perdue parce que c'était vraiment l'optique. Non, on est des scientifiques, on fait de la recherche, on cherche, et on ne peut pas perdre du temps à aller faire de la vulgarisation scientifique. Voilà, ça c'est sûr. C'est comme ce qu'on entendait ce matin de la bouche d'Elsa et de Pablo, c'est que effectivement, il y en a qui trouvent que c'est de la perte de temps et que c'est pas ça qui va faire publier. Voilà.
Angela, sur la même question? Alors pour moi, mon directeur de thèse, déjà, dès que nous étions arrivés en thèse, nous avait dit, lorsque vous allez arriver à expliquer un modèle mathématique à votre grand-mère ou à vos enfants, et à expliquer comment il va s'appliquer au comportement, parce que c'est ça qu'on faisait nous, là vous avez vraiment compris ce que vous faites. Et donc moi quand je lui ai dit je vais aller à Dijon, parce que moi j'étais à Strasbourg en plus à l'époque, je vais aller à Dijon pour raconter à des enfants ma thèse, il m'a dit c'est une excellente chose que tu vas faire, tu vas enfin comprendre sur quoi tu travailles. Donc pour moi ça a été très très bien perçu, il était très très content, et en fait effectivement ça m'a fait énormément de bien, et c'est grâce à l'expérimentarium que j'ai compris quel était l'enchaînement de ma thèse, et il était, comme il nous avait donné le conseil de toujours essayer de raconter à quelqu'un qui n'avait rien à voir avec notre sujet ce qu'on faisait, pour lui ça a été vraiment une évidence. Une évidence, c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse de toute façon. Et les jeunes collègues, les jeunes thésards ou thésards qui étaient autour de vous, et les jeunes collègues en fait ils étaient contents, ils m'ont soutenu quand Lionel est venu à Strasbourg pour voir le labo, pour prendre les photos, pour montrer qu'est-ce que c'est qu'une expérience avec des gens, etc. Ils se sont pas impliqués parce que bon, ils étaient comme moi à Strasbourg, et donc c'était difficile pour moi. Moi, j'habitais à Dijon, donc c'était facile pour moi de venir faire l'expérimentarium ici. Le week-end. Voilà. Mais non, j'habitais ici. Ah oui. Donc ouais. Et ils sont pas venus, mais en même temps, ils sont venus me voir par contre quand j'ai fait des ateliers. Donc Et alors, est-ce que vous avez un souvenir aussi, puis après, je veux savoir comment si ça vous a desservi ou pas ou dans la carrière, mais juste, est-ce que vous avez un souvenir de l'expérimentarium lui-même, des séances, qu'est-ce que ce moment de rencontre avec ce public? Alors, Charlotte l'a dit, des collégiens, des lycéens, et puis parfois des papiers, des mamies, je crois que c'était l'expression de Charlotte. Est-ce que vous avez un souvenir rétrospectif de comment ça s'est passé, est-ce que ça vous a fait, quel bien ça vous a fait, mais dites-moi le bien que ça vous a fait, les mots, si ça vous a fait du bien ou du mal. Les difficultés. Ça m'a fait beaucoup de bien. Par exemple, quand on ouvre ma thèse, à la première page où je remercie 2 chercheurs qui ont été nominés sur le prix Nobel, je remercie dans la même phrase Lionel et Jeff. Donc c'est avec des virgules, donc c'est eux 2 qui m'ont aidé, plus les 2 autres chercheurs qui m'ont aidé à comprendre vraiment ce que je faisais dans ma thèse. Donc ça m'a fait énormément de bien, ça c'est clair. Et après juste, j'ai plein de souvenirs de l'expérimentarium, mais j'ai une anecdote en fait. Une fois quand je faisais mon atelier, à un moment, il y a un monsieur, je ne sais pas si Lionel se souvient, qui est venu, qui m'a pris, donc moi j'étais avec un tableau et je faisais des schémas. Voilà, qui est venu et qui m'a pris le crayon et qui dit je suis très content de passer par là aujourd'hui parce que vous voyez en fait moi ce que je fais, j'ai joué à des courses de chevaux et je me posais exactement cette question-là, donc il nous a fait un petit schéma, il m'a dit et là merci, je viens d'avoir la réponse. Et donc ça voilà, ça c'était quelque chose de rigolo qui s'était arrivé à une des séances. Mais des souvenirs, oui, il y en a plein et ça a fait beaucoup de bien. Oui. En tout cas pas de déception quoi. Surtout pas. Et alors pour revenir vers là, c'est alors est-ce que ça vous a desservi ou pas? On en a parlé un peu ce matin, l'impact de cet engagement, de ce type d'engagement, expérimentarium ou autre, parce que c'est vrai qu'à Dijon, il n'y a pas seulement l'expérimentarium, ça peut être, je ne sais pas si vous avez écrit des articles de vulgarisation, je ne sais pas si vous étiez présent à la nuit des chercheurs, mais ça ne m'a pas desservi du tout, au contraire, parce que par la publicité qui était faite, et par la vulgarisation de ce que je faisais, en fait, ça m'a servi beaucoup plus que sur la partie scientifique. Ça m'a servi, par exemple, dans les relations avec le monde réel, ce qu'on appelle, nous, les industriels. Parce que les industriels passant sur du bien public ou sur des choses de support de ce type, en fait, ils se sont dit mais il y a des gens qui s'intéressent au comportement, qui pourraient nous donner des réponses à nous sur des questions auxquelles on cherche des réponses. Et donc ça m'a servi beaucoup plus que ce que je ne m'attendais. Ça m'a servi de point de vue scientifique et après de point de vue de recherche appliquée, en fait, parce que j'ai eu des demandes d'industriels qui m'appelaient pour me dire j'ai lu dans le bien public que vous travaillez sur ça, et c'est certainement pas, ces gens-là n'auraient certainement pas lu mon article plein d'équations, qui ne leur aurait rien dans dit. Une revue auquel ils n'avaient sans doute pas accès de toute façon. Voilà. Donc ça m'a servi beaucoup plus que sur la partie scientifique. Et est-ce que vous vraiment en termes de carrière, au sens la thèse, souvent c'est suivi, parce que je ne sais pas quelle est votre fonction aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous êtes enseignante, chercheuse? Donc maintenant je suis enseignante-chercheuse à l'École supérieure de commerce de Dijon. D'accord. Et je pense que mon engagement dans l'expérimentarium a été un élément assez important dans mon recrutement dans cette école. Parce que justement, dans cette école-là, maintenant, nous avons ouvert un laboratoire d'expérimentation en sciences sociales et nous avons beaucoup justement de relations avec le monde industriel.
dans lequel on transfère de la recherche fondamentale en recherche appliquée. Et donc je pense que le fait que j'avais déjà cette expérience et cette compétence et que je savais parler aux industriels a été un point assez déterminant dans le fait que j'ai été recrutée dans cette école. Donc savoir parler en fait non pas à des pairs mais à des gens qui ne sont pas du secteur, qui soient donc les papis, les mamies, les enfants et les industriels. Enfin, voilà. C'est un élément supplémentaire. Mohamed, est-ce que de la même façon, est-ce que ça a été bénéfique alors, sur le plan personnel ou sur le plan de la carrière? Qu'est-ce qu'on peut en dire après coup, après la thèse? Je pense que les deux, ça a été bénéfique, ça n'a pas desservi du tout, mais vraiment à aucun moment. Et ça a été bénéfique dans la mesure où l'expérimentarium aide, dans un premier temps, à essayer de synthétiser un peu son travail, de le simplifier, sans en perdre le contenu, en fait. Parce que vulgariser, c'est bien, mais il faut faire attention à ne pas perdre justement le contenu. Donc finalement, c'est un bon exercice de synthèse, de transformation en fait finalement de données assez brutes en données un peu plus qu'on peut digérer. Du coup, ça aide. Moi, je trouve que ça aide beaucoup à avoir une vision globale de son travail. Donc, moi, actuellement, je travaille toujours dans le même domaine que ma thèse. Donc, je suis chargé de recherche donc à l'IRD. Et du coup, ça aide beaucoup quand on veut rédiger des projets de recherche, par exemple. À l'image d'Angela qui parle donc des industriels, c'est vrai que quand on rédige un projet de recherche, il faut vraiment, même si on s'adresse à un public finalement averti, c'est-à-dire des experts, etc., n'empêche, il faut réussir à synthétiser et à résumer son travail d'une manière simple, avec un fil conducteur. Et l'expérimentarium, ça nous oblige absolument à faire ça. C'est-à-dire que notre travail, il faut le présenter de telle façon qu'un public non averti puisse le comprendre, sans pour autant le simplifier à l'extrême en perdant tout le contenu en fait. Du coup, c'est vrai que le côté synthèse et ensuite vision globale, rédactionnelle, etc., communication, et ça, que ce soit expert ou public non averti en fait, parce que finalement qui peut le plus peut finalement réussir à simplifier, puisque finalement c'est deux simplifications dans le même sens, c'est-à-dire qu'on essaie, même si on reste très technique pour les experts, on essaie de rester simple dans la formulation et pour aider à la perception en fait. Du coup c'est vrai que dans ce sens-là c'est bénéfique. Ensuite personnellement, tout à l'heure, on parlait des personnalités, en fait. Est-ce que c'est la personnalité qui fait que les personnes vont vouloir faire de la vulgarisation ou inversement? Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que pour certaines personnes ont besoin, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'expérimentarium, ont besoin d'expérimentarium pour pouvoir se sentir à l'aise avec des gens. Et d'autres, en revanche, sont déjà à l'aise et ont envie de mettre à profit ce côté, en fait, à l'aise, tchatch, pour justement discuter avec les gens. Moi personnellement, je pense que j'ai jamais eu spécialement de problème pour Pourquoi vous rigolez? Pour parler. Et du coup, c'est vrai que l'expérimentarium, ça permet finalement de mettre à profit et contrôler. Je le voyais pas comme ça, oui. Ça peut, voilà, c'est un troisième. Mais du coup, effectivement, c'est dans ce sens-là. Analyser un peu. C'est analyser, de pouvoir canaliser et discuter un peu et réussir à finalement à être maître de ce qu'on dit. Non, j'arrête. Lionel. Non, avant que le micro... Et est-ce que Angela et vous avez inscrit dans vos CV, au moment où vous avez déposé vos candidatures, c'est un petit détail, mais je voudrais juste savoir, est-ce que ça figurait dans vos curriculums lorsque vous avez candidaté à un poste d'ingénieur de recherche, chargé de recherche ou de maître de conférence? Est-ce que ça figurait noir sur blanc ou vous l'avez gommé? Ça figure en bonne place, et même par exemple quand j'ai passé mon HDR, j'ai toute une rubrique de mon HDR sur la vulgarisation de la méthodologie expérimentale. Donc oui. D'accord. Oui. Et Mohamed, est-ce que ça figurait dans le CV? Ah oui, idem, hein. Ce soir ça va figurer ce soir en rentrant. Mais c'est vrai, tout sur CV en fait, que ce soit CV ou même demande, je sais pas, de projet, etc. Quand on doit donner des informations, moi personnellement, ça prend 1 page et demie. Hein. L'expérimentarium, ce qu'on a fait avec Lionel en Thaïlande à l'époque, toutes les sessions, j'ai repris toutes les dates. Il y a quelques mois, j'ai demandé à Lionel de me faire un listing en fait de tous les expérimentariums pour être sûr de rien oublier. Et ça y figure, hein. Donc oui, ça complètement. Oui, ça figure complètement. Oui. Alexandra, la même question. Il faut revenir à la fin de la thèse. À quoi est-ce que ça figurait dans le CV et est-ce que ça peut servir avec un peu de recul à quoi aujourd'hui cette expérience dans votre travail de chercheuse, d'enseignant-chercheur à Besançon?
L'expérimentarium, ça m'a servi, au même titre que mes collègues, c'est vraiment... ça m'a servi à apprendre à parler de ma recherche, à apprendre à avoir une vision globale et à en parler. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça m'a servi, enfin d'ailleurs ça m'a servi tout au long du cursus que j'ai eu, parce que je le sens d'ailleurs au niveau, ne serait-ce qu'au niveau lors de mon embauche en tant que maître de conférence. C'est vrai que se retrouver devant des commissions de spécialistes, devoir parler de sa recherche en très peu de temps, face à des personnes qui justement ne sont pas forcément au fait par rapport à notre spécialité, c'est vraiment, je pense que ça m'a aidé à ce niveau-là, ne serait-ce que d'avoir pour accéder au poste de maître de conférence. Ça me sert aussi au quotidien avec les étudiants, avec mes étudiants, pour parler des recherches, pour parler de la recherche en psychologie clinique, pour essayer justement de leur donner envie de faire de la recherche. Je pense que ça me sert vraiment au quotidien dans mon travail. Et c'est vrai également que ça figure sur ma fiche chercheur, ça figure également sur mon CV. Et au niveau de l'expérimentarium, au niveau pratique, quand j'ai fait l'expérimentarium, ça a eu aussi des effets bénéfiques dans le sens où, comme toi, j'ai eu des appels, et j'en ai d'ailleurs encore aujourd'hui, étant donné que je travaillais sur le personnel SAMU, eh bien de chefs de service du SAMU qui m'ont appelé pour intervenir à l'hôpital afin de faire une conférence sur l'épuisement professionnel, sur le traumatisme auprès des professionnels de l'urgence. Donc voilà, il y a vraiment des retombées dans toutes les dimensions de ma profession. Charlotte, et puis après je vais donner la parole à Gilles. Charlotte, la sortie de thèse et l'apport de l'expé ou d'autres activités que tu as pu mener pendant ces années de thèse, comment ça son utilité ou pas, ou est-ce que ça a nui à ta carrière ou pas? Ça a servi. Ça a servi d'abord à... C'est toujours l'ambiguïté quand, en tout cas pour moi, de commencer une thèse. Donc, ça veut dire être expert, ce qui est vrai, être très spécialiste, être très pointu sur un sujet qui, quand on dit le titre de prime abord, fait très peur en se demandant à quoi ça peut bien servir et pourquoi on paye des gens pour chercher là-dessus. Et puis, le fait de voir dans les yeux des enfants après 20 minutes qui trouvaient ça intéressant, ça donnait tout crédit à mon métier. Et moi, ça m'a servi pour avoir la reconnaissance de mon métier de chercheur et de faire une thèse sur un sujet qui était celui-là ou un autre. Ça veut dire que cette reconnaissance, parce qu'on pourrait imaginer qu'elle vienne aussi des gens du labo. Pour moi, c'était important qu'elle vienne, pas seulement des pairs, mais qu'elle vienne aussi de la société. Et que justement, que ce ne soit pas seulement dans les couloirs des labos qu'il y ait cette reconnaissance-là. Et puis ça a servi, puisque maintenant je suis passée justement sur la face obscure. Je suis industrielle aujourd'hui, donc c'était tracé, je devais être maître de conférence. Et puis finalement, je suis allée donc, dans un groupe d'agroalimentaire. Et évidemment que ça sert, puisque c'est plus le même sujet que pendant ma thèse. Mais toutes les démarches et toute la façon de parler, et toute la façon de donner du sens à notre métier sert à chaque fois qu'effectivement on doit en parler à une personne ou une autre, et justement pas les pairs. Et le recrutement, ça a eu un rôle pour le recrutement? Est-ce que ça figure dans le CV? C'est sur mon CV, je n'ai pas eu de questions dessus. Non. Par contre, il n'y a pas eu que de la recherche. Donc, ces programmes de communication, vulgarisation, donc ce qui est sorti des entretiens, c'était elle n'a pas fait seulement justement ce que certains demandent à certains chercheurs, c'est-à-dire rester le nez sur la paillasse. Elle est allée voir d'autres choses, et donc ça fait partie de ça. D'avoir la ligne expérimentarium, j'ai fait autre chose aussi pendant mes 3 ans, où j'ai débordé sur quelque chose qui replace la recherche au sein de la société. Donc c'était important pour un industriel qui m'embauchait de se dire que j'étais pas une fondamentaliste qui allait pas savoir et pas comprendre que ça peut...
Et puis alors une dernière petite question à donner la parole à Gilles. Est-ce que vous avez encore, enfin je dis vous, enfin c'est tous les quatre, encore une activité dans le champ de la vulgarisation? Est-ce que c'est quelque chose qu'on exerce parce qu'on est en thèse et puis les mois ou les années qui viennent? Est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, tu as fait un papier Le pour problème, Sciences c'est et Vie. qu'à Dijon, dans Non. vulgarisation, on se fait des amis, en plus de participer à l'expérimentarium. Donc, il se trouve qu'on peut revenir À Dijon. à Dijon pour faire Mais alors en dehors de des Dijon. séances et des Ouais. sessions. Mais en dehors de Dijon. Et de la vulgarisation, c'est ce que disait, on en fait forcément au fil de nos rencontres professionnelles. Alors, moins les week-ends, peut-être plus la semaine aussi. D'accord. Quand effectivement on défend un programme de recherche ou quand je vois des collègues ou dans mon travail, forcément j'ai cette vulgarisation pour expliquer pourquoi finalement grandir les connaissances, ça peut aussi servir à ramener de l'argent à un agroalimentaire. D'accord. Gilles, alors, est-ce que tu voudrais déjà peut-être réagir à ce que tu as entendu avant qu'on en vienne sur le volet directement institutionnel? Est-ce que tu voudrais juste réagir à ce que tu as entendu? C'est du bonheur pour moi d'entendre ce que j'entends, hein, puisque, au fond, bien que n'étant plus, à titre personnel, impliqué dans le suivi et dans la gouvernance de l'expérimentarium, les témoignages que j'ai là, j'en raconterai peut-être quelques-uns tout à l'heure, parce que j'ai participé à plusieurs séances et j'ai quelques petits souvenirs assez ciblés de dialogues qui ont eu lieu entre les doctorants et du public, jeune ou moins jeune. Et je trouve que c'est... Au fond, on voit que ce qui se passe est vraiment dans le droit fil de ce pourquoi l'expérimentarium avait été imaginé et monté. Et au fond, ils m'auraient tous dit... ça a été un élément négatif dans notre carrière. Finalement, on a tout abandonné parce qu'on trouve que c'est, etc. Ou ça nous a... Bon, on aurait dit, ça y est, on a fait fausse route, on s'est trompé, il faut fermer. C'est pas le cas. Et alors, comment ça a été défendu, enfin, comment s'est porté un projet comme ça au niveau d'une institution? Oui, parce que c'est assez unique dans le paysage universitaire. Oui. Enfin, surtout 10 ans plus tôt. J'essaye d'abord, faut que je raconte que ça existait un moment où il n'y avait ni Lionel Maillot, ni Daniel Reichswarg, ni une mission scientifique, ni. Hein. On était dans un autre contexte, dans les années 90, donc. Et où, à titre personnel, alors si je m'expose un peu, j'ai toujours eu l'envie institutionnellement, parce que j'ai assez tôt assumé des responsabilités, de faire que la culture et la culture scientifique soient un ingrédient de l'institution Université de Bourgogne. Il y avait un passé donc, qui était cette salle, c'est-à-dire la création d'une salle culturelle et d'un espace culturel à l'Université de Bourgogne, bien avant, hein, c'était dans les années 80, début des années 80. La première chose où on a mis de la culture scientifique avec des étudiants, c'est lorsqu'on a inventé le DUG rénové, donc c'est pas très récent, tu vois, qu'année 83-84, on avait institué un système qui était révolutionnaire et qu'on n'a même jamais osé refaire depuis, qui était d'avoir une validation par semestre avec les 2 sessions à la fin de chaque semestre. Et on validait comme ça par morceaux et par des biais d'absence ou de succès en 2 années et demie, puisqu'on avait des semestres, hein, plutôt que 2 et plutôt que 3, des étudiants se retrouvaient avec un semestre vacant. Et on s'est dit, on ne va pas les laisser sans avoir quelque chose en plus, une valeur ajoutée. Et avec un collègue qui s'appelait Michel Poty, qui est prof à la fac de sciences, on a imaginé de mettre des thèmes où des étudiants travailleraient ensemble en vue de préparer une exposition qui serait à l'Athénéum. Il y a eu plusieurs expositions montées par des étudiants de DUG, hein, donc bien en amont des étudiants doctorants. Et ça a été relativement avec un grand succès. Et donc, puis après, cette hypothèse-là a été abandonnée. Moi, je suis devenu président de l'université, donc j'ai profité de mon passage, et j'en suis fier, je dirais, pour créer les postes en culture scientifique. Il n'y en avait pas avant. Hein. Le premier poste de prof a été créé en 91, je le rappelais l'autre jour. Et puis, avec un prof, arrivent des enseignements, arrive de la recherche. Et un jour, alors dans cette ambiance,
un de mes collègues, qui est chargé de recherche dans mon labo, qui venait de l'Université libre de Bruxelles, m'a dit, mais tu sais, à Bruxelles, il y a un expérimentarium, le nom donc on ne l'a pas inventé, ils n'avaient pas déposé la marque d'ailleurs, il y a un expérimentarium, et il faudrait que tu viennes voir, ça aide, il est au courant de ce qu'on faisait. Donc, c'était pas du tout, je suis allé à Bruxelles voir, et l'affaire était plutôt, je dirais plutôt du type main à la pâte ou des choses comme ça, c'est-à-dire c'était des manips assez bien montées, avec un décorum qui cherchait à expliquer ce qu'était la physique, hein, avec quelques expériences. Et on s'est dit, à mon retour, on a monté un petit groupe de travail, et on s'est dit, il faut qu'on fasse un expérimentarium à Dijon, dans le contexte que j'ai dit, qui n'avait rien à voir avec ce qui s'est fait réellement. Et j'ai trouvé que la plasticité du dispositif a été quelque chose de très, très important. Et puis, on a mis ça dans le contrat d'établissement, alors je ne sais plus quelle date il avait, ça devait être 98-2003 ou 2002 ou 99-2003, je ne sais plus, dans un volet culture scientifique, puisque notre université était une des premières à mettre un volet de culture scientifique dans son contrat avec l'État. Et puis ça a été accepté, et on a eu à concrétiser, avec une somme d'argent, à concrétiser l'expérimentarium. Pour l'instant, il n'y avait plus de profs de culture scientifique, parce que Jacobi était parti, Rejvaag n'était pas encore arrivé, et on était un petit groupe, il y avait Nicolas Tissier notamment dans ce groupe, et quelques autres, et on a réfléchi, alors on avait réfléchi à une mise en scène, etc., qui n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé. Et puis Daniel Rejvaag est arrivé, et il a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il nous a complètement bousculé notre idée. Il a dit non, le centre de gravité, c'est la table de manip où va être l'explication, puisque je crois qu'un élément du dialogue, c'est quand même ce qui se passe sur la table. Et je crois que moi, j'ai toujours été sensible à ce que montraient les doctorants dans l'expérimentarium. Il faut que ça mérite son nom, expérience, expérimentarium. Et ce qui se passe sur la table, j'ai trouvé ça absolument à la fois simplissime. C'était devenu simplissime, parce qu'il y a eu tout ce travail que vous avez expliqué. C'était quasiment des bouts de ficelle, quoi, des petits trucs mis bout à bout, etc. On présente un machin, on vient avec une plume d'oie, etc. Et puis, il y a une explication, il y a un scénario qui se monte, et les gens viennent. Et alors, l'expérimentarium qui s'est passé n'est pas celui qu'on avait imaginé. Mais je préfère, franchement, ce qui s'est passé à celui qu'on avait imaginé, parce qu'on n'avait pas été suffisamment anticipateur. Et puis après, on a eu à gérer, bien évidemment, le financement de cette affaire, hein, et à faire venir quelqu'un qui n'était pas encore personnel de l'université, qui était payé sur CDD. Il fallait trouver donc l'argent. C'est le centre de culture scientifique qui, à ce moment-là, pouvant recruter des CDD et étant impliqué dans l'affaire, et moi-même étant impliqué dans le centre de culture scientifique, a assumé la maintenance et le suivi et le financement du dispositif, des négociations pas faciles avec la ville de Dijon, notamment, à certaines époques en tout cas, et puis faire vivre, et puis à un moment donné, bien évidemment, la chose prenant de l'importance, et Daniel Rejvaag, à juste titre, disant c'est un objet de l'université, on va, par la mission scientifique, assurer le financement et le fonctionnement de cette affaire, grâce au soutien d'un président de l'université, Jean-Claude Fortier, la possibilité de mettre un poste, et j'ai milité aussi pour ça, d'ingénieur d'études dans la liste des postes que l'université voulait ouvrir. Il a été ouvert, prioritaire devant des postes de recherche dans nos labos. Hein. Chaque fois qu'on a mis un poste sur ces sujets-là, certains collègues pensaient que j'outrepassais un peu et que je piquais des postes qui auraient dû normalement aller à la recherche, hein, bien évidemment. Et moi, je n'étais pas de cet avis-là. Donc voilà, Lionel a titularisé. Et dès lors que tout ça était devenu limpide et sans nécessité d'intervention extérieure, l'université a assumé totalement son rôle. Mais l'esprit n'a pas changé, il était celui-là dès le début. Est-ce que tu sais si ça a été, si Dijon de ce point de vue-là a fait des petits, est-ce que tu sais si cette expérience, alors c'est pas l'expérimentarium en tant que tel. Moi, je n'en ai pas entendu parler. Et je ne sais pas, Lionel est plus aux affaires que moi aujourd'hui. Je sais pas. Ils en ont parlé en tout cas à l'extérieur, à l'étranger peut-être, hein, puisqu'ils sont allés quand même. Vous avez été missionnaire dans quelques endroits. Hein. Moi, je pensais à la France là en particulier. Est-ce que depuis, est-ce qu'il y a Bon, moi, je connais quelques missions, mais est-ce que l'expérimentarium en tant que tel, ou quelque chose de ce genre-là, avec des postes
Ah d'accord. D'accord, donc ça pourrait... formation, donc on mène des formations depuis 2004 qu'on avait commencé avec Mohamed à Bangkok. On a commencé un modèle de formation pour des doctorants. À Bangkok, en fait, ils voulaient arrêter un peu la funny science et puis les portes ouvertes, ça marchait pas trop, donc ils nous ont demandé de venir. Eux n'ont pas développé, enfin pas trop à ma connaissance. Par contre, à Nancy, ils développent. Bon, après, il faut trouver aussi les gens pour le faire, c'est pas facile. On a fait ça aussi à Taïwan, où il y a des pistes pour qu'on y retourne et pour le je pense développer à la France aussi. en particulier. Hein. Et puis Jean-François avait fait des tests aussi à Saint-Étienne. Je sais pas, tu voulais peut-être dire quelque chose. Pareil, en 2004, je pense, on avait essayé de mettre ça en place avec l'école des mines de Saint-Étienne et l'université, mais je pense que Alain Blanc n'est plus là. Ils sont partis. Et moi j'ai fait ça pendant 1 an. Après, je sais pas très bien ce que c'est devenu, mais pareil, je pense que ça continue, puisqu'hier, pendant la discussion, il expliquait que ça intervenait dans les heures d'école doctorale, etc. Dans les collèges. Et là, c'était un peu une démarche un peu différente, dans la mesure où les chercheurs se déplaçaient. Mais c'était la première année, quoi. Les chercheurs se déplaçaient dans les établissements, parce que là, c'était plutôt un problème pour faire déplacer les élèves que de faire se déplacer les chercheurs. Et pour rester avec Gilles, là, on a parlé de l'université, de comment ça grandit en interne. Et qu'est-ce qu'on en a comme écho en haut, quand on est président, il y a des ministères. Est-ce que cette activité de vulgarisation, donc qui, en tout cas à Dijon, s'est inscrite dans le paysage, a été finement, je crois, admise. Oui. Comment en termes de carrière, parce qu'on en a parlé très rapidement hier, mais tout le monde n'était pas là. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai parlé des CV, j'ai parlé de la place que ces activités-là peuvent avoir dans la carrière d'un jeune chercheur. On en a parlé ce matin. Est-ce que toi, tu as un écho de ça? Je pense que si on faisait témoigner plus de personnes, moi j'ai des gens en physique et chimie par exemple, le secteur que je connais davantage, puisque j'ai des étudiants de mon labo doctorants qui depuis la création viennent faire l'expérimentarium. Je crois qu'il n'y a pas de... Ce serait intéressant de voir, mais j'ai l'impression que les carrières et les recrutements et les carrières des jeunes qui sont passés par l'expérimentarium sont plutôt bonnes par rapport à la moyenne du placement des doctorants, de mon point de vue. Je n'ai pas fait de statistiques, mais par échantillonnage de ceux que je connais, que je vois. J'ai l'autre jour, pour l'AERS, donc l'agence d'évaluation des labos, qui venait dans le nôtre, j'ai repréparé ma petite liasse, la même que toi, mais concentrée sur la physique et la chimie. Et j'ai trouvé, je pouvais reprendre les noms un à un. Ils ont tous, j'ai pas vu celui qui faisait la manche au coin du miroir pour gagner sa vie. Je l'ai pas trouvé. Donc voilà. Donc je trouve et moi je considère que c'est important même, puisque dans la présentation de notre labo, le labo interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, il y a un espace qui est consacré à la culture scientifique, à la diffusion de la science. Il y a plusieurs volets, mais on a notamment valorisé le volet participation de nos doctorants à l'expérimentarium. Et quand m'est revenu de l'ARS une évaluation où je n'ai pas trouvé suffisamment trace de ça, dans la réponse du directeur de labo, il allait dire « Cependant, vous avez dit beaucoup de choses sur la diffusion de la culture scientifique, on considère que c'est quelque chose d'important dans l'activité d'un labo, fut-il très bon, et c'est peut-être pour ça qu'il est aussi très bon. » Et je rappelle, donc, dans ma réponse, je rappelais toute la part que le labo a mis dans la diffusion de la science. Est-ce que juste sur cette première partie de la discussion, vous avez des questions peut-être? Souhaitez poser une question aussi bien aux jeunes anciens docteurs et puis ou à Gilles Bertrand. Oui, alors c'est pas une question, c'était juste pour répondre s'il existait d'autres types d'expérimentarium en France. Donc moi je suis médiatrice scientifique à la Maison des Sciences de l'Université de Provence. Donc c'est à Marseille et donc ça existe depuis 3 ans, 2 ans on va dire. Et c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que il y a un chargé de mission de culture scientifique et technique et un atelier et des ateliers qui sont donnés aux scolaires par des chercheurs, des doctorants, des enseignants-chercheurs. Voilà. Merci. Alors en fait, les doctorants essentiellement parlent de leur thèse, vulgarisent leur thèse. Et les chercheurs au début, oui, parlent de leur recherche, mais puis en fait,
ont eu envie de toucher des domaines plus larges et des sujets transdisciplinaires. Voilà. Une autre question, je vois Elsa vers le bas. Vas-y. Enfin, non, parce qu'il faut qu'on l'enregistre, sinon. Oui, moi j'ai une nature curieuse. Là, si mes souvenirs sont bons, vous obtenez une forme de valorisation, enfin de récompense pour participer à l'expérimentarium. Non ? En termes de validation de modules liés à votre thèse. En termes de validation d'un module dans l'école doctorale. Ce que je peux dire, c'est que pour les jeunes qui étaient moniteurs, ça n'existe plus, de l'enseignement supérieur, lorsque fallait une validation d'une contribution aux enseignements, et avec le CIES, c'était le Centre d'initiation enseignement supérieur de Lyon, dont dépendait Dijon, on a discuté avec le responsable du CIES, il avait admis que la participation à l'expérimentarium était une expérience de moniteur, et il le considérait comme étant un élément validant de la partie enseignement. Ma question, ça serait justement, on a un moyen de vérifier les enquêtes. Est-ce que s'il n'y avait pas eu de validation quelconque de votre activité, est-ce que vous l'auriez quand même fait ? Aujourd'hui, il n'y a plus de validation, justement, puisqu'il n'y a plus de moniteur. Et je trouve que l'affaire suit son cours. Hein. Micro. Moi personnellement, j'étais pas moniteur, donc en fait, j'ai dû faire tout ce qui est autorisation de cumul, donc papier à faire signer par le directeur de laboratoire, réticent, et ensuite le faire monter à l'université en fait. Donc oui, je l'aurais quand même. Enfin, je l'ai fait. Voilà, de toute façon, j'avais spécialement aucun intérêt puisque je validais rien en fait, puisque j'étais pas moniteur. J'étais dans le même cas aussi. Oui, et puis moi j'étais moniteur, mais à Strasbourg, et ça n'était pas pris en compte. Donc.